Attention, 3, 2, 1, on papote. Salut YouTube, comment ça va? Je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode numéro 11 de On Papote, comme tu le sais. Pour réaliser cette vidéo, je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram via une boîte à questions, afin que les questions soient plus courtes, de me poser tes questions d'amour, d'amitié, de sexualité, de confiance en soi. T'as même le droit de me poser des questions sur moi. L'idée des On Papote, c'est simplement de poser des questions courtes pour avoir des réponses assez courtes, qui vont faire en sorte que nous puissions parler de plein de sujets différents. Alors c'est parti. Jusqu'à quand est-il trop tôt pour vivre avec son copain? Alors, la question est particulièrement formulée, j'imagine que la question que tu te poses c'est à partir de quand est-ce qu'on peut se permettre de vivre avec son copain sans considérer qu'il est trop tôt? En fait, à partir du moment où on parle de temps, à partir du moment où on parle d'âge, à partir du moment où on parle de normalité, je considère toujours que c'est un peu touchy comme question parce que en fait, il n'y a pas de bonne réponse. Ça va vraiment dépendre de ta relation. Il y a des gens qui commencent à habiter ensemble, ça fait 2 semaines qu'ils sont ensemble. 2 semaines. Et tu sais, toi dans ta tête, tu te dis, ah waouh, ça fait 6 ans que je suis avec mon mec, on habite toujours pas ensemble, mais vous habitez ensemble au bout de 2 semaines. What the fuck? Mais en fait, il n'y a pas de what the fuck. Chacun son rythme, chacun son couple, chacun ses besoins. Et en fait, il n'y a pas de question d'âge, que ce soit l'âge de ton couple ou ton âge à toi, ou l'âge de ton mec ou de ta meuf. Il n'y a pas de normalité, il n'y a pas de rythme à suivre. Le bon rythme, c'est celui qui te convient et qui te correspond. À mon sens, le bon moment pour t'installer avec ton mec ou avec ta meuf, c'est simplement le moment où tu en as envie en fait. Et le fait que tu en aies envie, que vous en ayez envie, bien entendu, hein, il faut que les deux en aient envie, sinon bah ce sera trop tôt pour l'un ou pour l'autre. Ça peut devenir de beaucoup de choses. Il y en a qui vont habiter ensemble pour des raisons financières. Ils payent chacun un loyer, chacun des factures, ils se disent bon bah au moins si on se met ensemble, ça coûtera moins cher. C'est pas ultra glamour, mais bon, c'est une bonne raison d'habiter ensemble. Il y a des couples qui s'installent ensemble parce que bah ça y est, ils ont envie de créer un petit peu leur petit cocon à eux. Mais la seule chose qui compte, c'est pas l'avis des gens autour de toi, c'est pas ce qu'on va en dire ou ce qu'on va en penser. La seule chose qui compte, c'est toi et ton mec. Est-ce que vous en avez envie? Oui, non. Si la réponse est oui, on s'en fout que ça fasse même 2 jours que vous êtes ensemble. Si la réponse est oui, vous avez envie d'habiter ensemble, habitez ensemble. Et encore une fois, l'avis des autres, on s'en cale. La seule chose qui compte, c'est ta recherche du bonheur. Et si ton bonheur va avec l'idée d'habiter avec ton mec, go! Ah, le fameux. Je ne sais pas comment lui dire je t'aime pour la première fois. J'ai peur qu'il ne le ressente pas. Alors, ma Gertrude, oh comme je te comprends. C'est très délicat, hein, le premier je t'aime. Parce que bon, passé les 14 ans où tu le dis au bout de 2 semaines, quand tu prends un petit peu plus de maturité et un petit peu plus d'expérience, notamment en matière amoureuse, tu te rends compte que ces 3 petits mots, je t'aime, parce que oui, le T apostrophe compte comme un mot. Déjà, ils sont très difficiles à dire. Et puis en plus, c'est vraiment toi qui ouvre ton cœur en mode, oh bah voilà, ça y est, tu peux me faire du mal, vas-y si tu veux. Et c'est très délicat. C'est d'autant plus délicat que si l'autre ne te l'a pas encore dit, c'est vraiment un saut dans le vide de dire à l'autre que tu l'aimes, parce que s'il te répond pas que lui aussi t'aime, oui évidemment c'est toujours un petit peu décevant, et pour autant c'est pas forcément un échec. Si t'as vraiment trop peur de dire la première que tu l'aimes, peut-être que tu peux attendre que ce soit lui ou elle qui te le dise en premier par exemple, ou alors attendre que ça te brûle tellement les lèvres que bon bah tu puisses plus t'en empêcher et que tu le dises. Dans tous les cas, si jamais tu lui dis que tu l'aimes et qu'il ne te répond pas qu'il t'aime en retour, ne le prends pas mal. Peut-être qu'il a besoin d'un tout petit peu plus de temps, mais surtout ne le prends pas mal. Dire je t'aime à quelqu'un, dans l'idée il faut pas espérer un retour. Alors évidemment on l'espère tous au fond, hein, c'est ça la réalité, mais idéalement quand tu dis le premier je t'aime, et quand tu dis n'importe quel je t'aime d'ailleurs, en principe on n'attend pas de retour. Tu sais, c'est le grand délire de ne rien attendre des gens, etc. Bref, ma Gertrude, je comprends que tu aies peur, mais rends-toi compte que déjà c'est un honneur que tu lui fais à ce garçon de lui dire que tu l'aimes, et si ça te fait peur c'est tout à fait normal, c'est simplement parce que tu es en train d'ouvrir ton cœur, et ça je pense que personne n'est immunisé contre. Ouh là là, l'histoire qui pue. Il n'est pas connecté sur les réseaux depuis 2 semaines, il ne me répond pas, je n'ai même pas son numéro, que faire? Tu me demandes vraiment que faire là, Gertrude? Pour moi, quelqu'un qui ne te répond pas, c'est par définition quelqu'un pour qui tu n'es pas la priorité. Alors, attention, c'est pas grave, ça veut pas dire que c'est mort, hein. Mais quelqu'un qui te répond pas pendant 2 semaines, ça commence un peu à s'apparenter à du ghosting, et je sais pas pour toi, hein. Mais moi, quelqu'un qui me répond pas pendant 2 semaines, déjà, ça m'emmerde, j'ai juste pas envie de sortir avec quelqu'un qui est capable de pas me répondre pendant 2 semaines. Et puis en plus, potentiellement, c'est quand même la preuve que bah, il s'en fout un peu. S'il était vraiment intéressé par toi, on est d'accord qu'il aurait pris le temps de te répondre. De la même façon que toi, quand t'es intéressé par quelqu'un, bah tu prends le temps de répondre, t'attends pas 2 semaines, tu vois. Parce que bon, à la limite, j'en sais rien, il serait parti à l'étranger, ça fait 2 semaines qu'il t'a pas répondu, peut-être qu'il a un problème de téléphone, tu vois, j'en sais rien, même si bon, maintenant c'est même plus vraiment une excuse, mais bref, on aurait pu imaginer un truc, tu vois. Là, y a pas particulièrement de voyage ou quoi que ce soit, ça fait juste 2 semaines qu'il te répond pas, 2 semaines qu'apparemment il s'est pas connecté, mais alors ça, je pars du principe que tu peux pas trop le croire, parce qu'en fait, c'est le délire de connecter il y a tant de temps, que ce soit sur WhatsApp, sur Insta, je sais pas si c'est possible sur Insta d'ailleurs, ou sur Facebook, ça bug toujours un peu. Donc vraiment, ne te fie pas à ça. La seule chose qui compte en fait, c'est qu'il est pas pris la peine de te répondre depuis 2 semaines. Donc clairement, c'est du ghosting, ou alors il va finir par te répondre, mais vraiment, ce sera un peu tard quoi. Donc tu me demandes que faire, mais passe à autre chose, ma Gertrude. Ouvre les yeux. Il n'est pas la personne que tu recherches. La personne que tu recherches, c'est pas quelqu'un qui te fait mariner comme ça, dans le vent, qui répond même pas à tes messages pendant 2 semaines. Donc, next!
Attention, cette histoire va faire débat. J'ai embrassé un autre mec que mon copain, mais je veux rester avec lui, dois-je lui dire la vérité? Alors, c'est marrant parce que j'ai eu ce grand débat avec mes copines ce week-end. Je sais plus vraiment quel statut j'ai adopté par rapport à ça dans mes précédentes vidéos, mais du coup ce débat que j'ai eu avec mes copines m'a vachement fait évoluer sur ma façon de réfléchir par rapport à ça. Pour moi, à partir du moment où tu embrasses ou si tu couches avec quelqu'un, bref, si tu trompes ton partenaire, parce que pour moi embrasser c'est clairement tromper, c'est qu'il y a un problème dans ton couple. On va passer sur ce sujet-là déjà parce que j'en ai très souvent parlé en vidéo et en plus parce que c'est pas le sujet. Là tu me demandes est-ce que je dois lui dire ou est-ce que je dois pas lui dire. Et donc pour te la faire courte, le sujet de ce débat que j'avais eu avec mes copines, c'était justement que très souvent une femme qui va tromper ne va pas le dire à son homme et un homme qui va tromper va le dire à sa femme. Et le fruit de nos réflexions est arrivé à il est beaucoup plus facile pour quelqu'un de dire à l'autre bon bah voilà je t'ai trompé, tiens c'est ton problème maintenant, plutôt que de garder ça sur ses épaules en se sentant comme une grosse merde. C'est un peu comme si tu ne le disais pas à ton mec ou à ta meuf, et ben c'était un petit peu ta pénitence, tu vois. T'as trompé ton mec ou ta meuf, tu choisis de rester avec lui ou avec elle malgré le fait que tu l'aies trompé. Pour moi, c'est un peu ta pénitence que de garder ça pour toi et de rien dire à l'autre. Tout simplement parce que si ton but de toute façon c'est de rester avec la personne, lui dire que tu l'as trompé, peut-être que bon bah il ou elle veut pas vraiment le savoir. Surtout si c'était anecdotique, c'est pas comme si t'avais eu une relation pendant plusieurs semaines voire mois. Là c'est vraiment une fois, bon bah t'as embrassé quelqu'un d'autre. Je pense que cette espèce de culpabilité que tu ressens, bah voilà, c'est un petit peu ta punition à toi. Et le dire à ton mec en fait, ça va briser quelque chose entre vous. Alors que tu souhaites rester avec lui. Je sais pas si je m'exprime de façon hyper claire, mais voilà. Le fruit de ce débat qu'on avait eu donc c'était si tu trompes ton mec ou ta meuf et que tu veux rester avec cette personne, tu ne lui dis rien tout simplement parce que c'est ton problème. Et c'est à toi de vivre avec ce problème là. Alors que si tu le dis à l'autre, bah en fait c'est comme si tu te déchargeais de ce poids. Non. Et donc non seulement c'est ta faute, mais en plus tu fais de la peine à ton partenaire qui lui va devoir vivre avec ça pendant toute la fin de votre relation. Donc à toi de voir. Mais j'avais trouvé ce débat hyper intéressant. N'hésite pas à me donner ton avis d'ailleurs là-dessus. Est-ce que toi tu penses qu'il vaut mieux le dire ou ne pas le dire? Surtout si tu décides malgré le fait d'avoir trompé ton mec ou ta meuf de rester avec. Mais voilà, si ton but c'est vraiment de rester avec cette personne, si tu sais que c'était juste une fois, une erreur et ça peut arriver, mon conseil à moi c'est surtout de ne rien dire. Parce que comme je te le disais, c'est ton problème, c'est ta pénitence et tu n'as pas à mettre ce poids-là sur les épaules de l'autre. Maintenant évidemment les personnes qui vont penser à l'inverse vont se dire que non, au contraire, la personne a le droit de savoir, etc. Pour le coup ça dépend vraiment de chaque personne, de chaque personnalité, de chaque couple. Peut-être que c'est une conversation que tu peux avoir un petit peu en soum soum, genre moi si tu me trompais, tu sais, je pense que je voudrais pas le savoir. Et puis lui il va te dire bah moi j'aimerais bien le savoir, ou alors moi je voudrais pas le savoir, tu vois. Puis peut-être que tu peux t'adapter à la réponse de ton mec à ce moment-là. Mais bon, dans tous les cas c'est pas bien, hein. Il faut pas tromper, c'est pas joli. Et encore une fois, je te disais c'est pas le sujet, mais si t'as eu besoin de tromper ton mec, c'est potentiellement qu'il y a quelque chose qui va pas trop dans ton couple. À réfléchir. J'ai embrassé un mec alors que je voulais garder ça pour mon premier amour, je ne sais pas quoi penser. Alors, ma Gertrude, c'est très mignon de t'être dit que oh là là, tu garderais ton premier bisou pour ton premier amour, mais je sais pas ce que t'en penses, hein. Mais pour ma part, ton premier amour, avant de savoir que ça va être ton premier amour, je pense que t'as intérêt à lui faire quelques bisous avant. Parce que selon ma théorie, par rapport à l'amour, très souvent, les gens commencent à sortir ensemble, ils ne sont pas encore amoureux. Et c'est justement en passant du temps ensemble, en se faisant des bisous, des câlins, potentiellement en couchant ensemble, en partageant un quotidien en fait, ensemble, une routine de couple, mais routine au sens positif du terme, que justement tu vas commencer à développer des sentiments, un certain lien, un attachement qui va se transformer en amour. Et du coup quand tu me dis ah bah voilà j'ai embrassé un mec, merde je voulais réserver ça pour mon premier amour, j'ai envie de te dire est-ce que tu penses vraiment que tu peux savoir que la personne sera ton premier amour avant même de l'avoir embrassé? Parce que j'entends bien, tu peux tomber amoureux ou amoureuse de ton meilleur ami, de personnes qui faisaient partie de ton quotidien et du coup tu sais que ce sera ton premier amour, mais dans tous les cas il faut bien commencer par faire quelques bisous avant de savoir si ce sera ton premier amour ou pas. Parce qu'il me semble que même si tu tombes amoureux ou amoureuse de gens qui te sont proches sans même sortir avec eux, pour moi il y a une vraie différence entre le moment où on est juste amis et je commence à développer des sentiments pour toi et on commence à essayer de sortir ensemble. C'est une relation très différente en fait. Et c'est pas parce que tu pensais être amoureuse de ton ami avant de sortir avec lui que ça va être validé derrière en sortant ensemble, parce que si ça se trouve vous êtes pas du tout fait pour être ensemble, etc. Donc ma Gertrude, le fait que tu te culpabilises parce que t'as fait un bisou alors que tu voulais réserver ça pour ton premier amour, honnêtement je pense que c'était un peu une utopie ton truc. Alors sans doute ça peut arriver, mais c'est un peu une utopie et puis c'est un peu se frustrer pour rien. Est-ce que ça rajoute vraiment quelque chose à ton premier amour, à cette histoire de lui réserver ton premier bisou? Je sais pas. Il faut pas non plus mettre tous ses œufs dans le même panier. À la limite que tu m'expliques que tu voulais faire ta première fois, tes premières expériences sexuelles avec ton premier amour, ça pour le coup je peux tout à fait comprendre, d'autant plus que c'est beaucoup plus facile d'avoir une relation de couple sans coucher ensemble que d'avoir une relation de couple sans faire de premier bisou, hein, il me semble. Les premières expériences sexuelles c'est des choses qui prennent du temps, alors que bon bah le premier bisou c'est un peu le début du couple, tu vois. Donc essaie de pas te culpabiliser par rapport à cette histoire de premier bisou, c'est pas grave. Et si jamais ça peut te rassurer, dis-toi que tu réserveras ta première fois, tes premières expériences sexuelles pour ton premier amour, parce que là du coup ça t'aura permis d'avoir un petit peu de temps avec la personne et de te rendre compte si oui ou non la personne est ton premier amour. Mais te culpabilise pas, dans tous les cas c'est jamais une bonne chose et puis ça n'apportera rien, donc no stress.
Histoire touchy. Je suis devenue pote avec l'ex de ma meilleure amie et elle n'apprécie pas trop. Que faire? Alors, ma Gertrude, moi je me mets à la place de ta meilleure amie. Je peux tout à fait comprendre qu'elle kiffe pas trop que tu deviennes pote avec son ex. Parce que, tu sais, c'est un peu le girl code. Je sais pas comment ça se passe chez les mecs, mais bon, j'imagine que c'est à peu près la même chose. Bon, je suis sortie avec quelqu'un. Cette personne-là, elle est sur ma liste des gens à ne pas toucher. Alors, attention, tu m'expliquerais que t'es tombée amoureuse de l'ex de ta meilleure amie. Je te dirais, ok, bon, ça c'est un cas particulier. J'en ai souvent parlé dans mes vidéos. Mais là, en fait, t'es en train de m'expliquer que avant t'étais pas du tout pote avec ce mec, ou cette meuf d'ailleurs, et que t'as attendu leur rupture pour devenir pote avec lui ou avec elle. Honnêtement, moi je me mets du point de vue de ta meilleure amie, je me dis mais qu'est-ce qu'elle cherche en fait? Qu'est-ce que tu cherches, Gertrude? Pendant que je sortais avec lui ou avec elle, tu le calculais pas, et maintenant qu'on est plus ensemble, ça y est, vous devenez potes, mais c'est quoi ton délire? Tu veux sortir avec lui peut-être? Et honnêtement, je comprends qu'elle est le seum. Pour moi, le girl code c'est juste tu touches pas à mes ex, tu vois, et tu touches pas à mon mec non plus, ou à ma meuf. À part la fameuse exception dont je parle souvent, imaginons, bon bah voilà, tu t'es rendu compte que t'étais tombée amoureuse de l'ex de ta meilleure amie, bon bah là, t'as de permission à demander à personne, bien entendu. Maintenant, si ta meilleure amie elle est importante pour toi et que bon bah c'était sympa d'être pote avec son ex, mais en vrai tu t'en fous un peu, arrête ce petit jeu parce que c'est très difficile en fait à vivre pour ta meilleure amie. Ça m'étonne pas du tout qu'elle le prenne mal parce que c'est une forme de trahison. Elle dans sa tête elle se dit quoi? Elle se dit ok, donc maintenant que je suis plus dans la vie de ce mec ou de cette meuf, la Gertrude elle essaie de prendre ma place en fait. C'est un peu comme si tu essayais de te comporter de façon compétitive par rapport à elle, comme si tu essayais de prendre sa place à elle dans la vie de son ex. C'est un peu bizarre, honnêtement. Si t'es pas déjà amoureuse de ce mec ou de cette meuf, vraiment arrête. Pense à ta meilleure amie et puis pense à votre amitié surtout, hein, parce que honnêtement, on se met à sa place, personne n'aimerait que son ou sa meilleure amie devienne pote avec son ex quoi. Ah, ça faisait longtemps. Faut-il obligatoirement se raser avant les rapports? Entre parenthèses, maillot, jambes, etc. Alors, non. La réponse est aussi simple que ça, non. Pourquoi? Je t'explique très simplement. Tes poils, ce n'est pas sale. Tu en as naturellement sur tout ton corps et devine pourquoi? C'est parce que c'est une barrière naturelle contre énormément d'affections. Et le fait d'avoir des poils sous les aisselles, au maillot, sur les jambes, etc. c'est une barrière naturelle. Donc par définition, les poils, ce n'est pas sale. C'est pas plus sale que tes cheveux. Il suffit simplement de prendre ta douche régulièrement et rien dans ton corps ne sera sale. Donc premier point, les poils, c'est pas sale. Deuxième point, si t'as pas envie d'enlever tes poils, personne ne t'y oblige. Alors oui, malheureusement, la société fait encore et toujours peser cette espèce de poids sur nos épaules de oh là là, il faut qu'on soit lisse comme des cailloux, surtout pas un poil qui dépasse parce que sinon c'est dégueulasse. Non, non et non. Ton corps, ton choix. Si t'as pas envie d'enlever tes poils, ne serait-ce que par flemme, bah déjà t'as le droit. Et ensuite, si le fait d'avoir des poils, bah ça te dérange pas, ce qui en principe devrait être le cas, hein, parce que ces messieurs se posent pas la question, mais tant mieux pour toi et garde-les tes poils en fait. Donc faut-il se raser avant un rapport? Non, non et non. Tu fais ce que tu veux. Si ça te fait plaisir de te raser, tu te rases. Si ça te fait plaisir de t'épiler, tu t'épiles. Si ça te fait plaisir de faire des séances laser, tu fais des séances laser. Et si ça te fait plaisir de te foutre la paix, tu te fous la paix. Et alors attention, si jamais tu te retrouves face à quelqu'un au moment du rapport qui va te faire une réflexion par rapport à tes poils, mais que ce soit parce que tu les as enlevés ou que ce soit parce que tu les as laissés, ton corps, ton choix. Si quelqu'un est dégoûté parce que tu as fait de tes poils, alors malheureusement c'est très souvent parce que tu as laissé tes poils, il y a des gens qui vont trouver ça dégueu, casse-toi. Hein. Cette personne-là ne mérite absolument pas de t'avoir dans son lit. Hein. Tu fais ce que tu veux de ton corps, personne n'a à t'imposer ce que tu dois faire de ton corps. Et si qui que ce soit commence à te faire des remarques du style ah c'est dégueu gna gna gna, tu te casses parce que c'est la preuve que tu es en face de quelqu'un qui est absolument intolérant, qui se fiche de ta sensibilité et qui ne respecte pas ton choix et par extension ne respecte pas ton corps. Donc aïe. Je suis avec l'homme de ma vie, mais c'est mon premier. Alors j'ai envie d'aller voir ailleurs. J'ai 20 ans. Alors, comment te dire ma Gertrude? Je pense que tu te racontes un peu des histoires là, parce que si c'est l'homme de ta vie, en principe, l'idée d'aller voir ailleurs te traverse pas trop l'esprit, tu vois. L'homme de ta vie c'est une évidence, et du coup en principe t'as envie d'aller voir nulle part ailleurs. Bon, effectivement tu te retrouves quand même dans l'exception de bon bah voilà, j'ai eu qu'une seule expérience sexuelle, et ça me démange drôlement d'aller voir ce qui se passe dans le lit des autres. Comme je te comprends, la curiosité c'est humain. Maintenant c'est à toi de voir ce qui est le plus important pour toi. Est-ce que ce qui est le plus important pour toi c'est de garder la personne que tu considères déjà comme l'homme de ta vie quand même, ou est-ce que ce qui est le plus important pour toi c'est d'assouvir cette fameuse curiosité d'aller voir ce qui se passe dans le lit des autres? Honnêtement, si tu me parles d'homme de ta vie, je pense que c'est lui le plus important. Malgré tout, je peux tout à fait comprendre que tu aies cette curiosité, et alors si pour lui aussi tu es sa première fois, peut-être que lui aussi a cette curiosité là, et peut-être que ça pourrait être intéressant que vous en discutiez, parce que bon, moi je me mets à votre place, clairement ce serait mort, mais en imaginant que lui aussi ait cette curiosité là, que lui aussi considère que t'es la femme de sa vie, peut-être que vous pouvez vous autoriser une fois chacun à aller voir ce qui se passe dans le lit de quelqu'un d'autre. Honnêtement, pour moi c'est un plan casse-gueule, hein. Parce que exactement de la même façon que j'en parlais tout à l'heure par rapport au fait de tromper, qu'il vaut mieux se taire et ne rien dire plutôt que de le dire, notamment si tu veux rester en couple derrière. Pour moi, le fait d'aller voir ailleurs, à partir du moment où on est dans un couple exclusif, hein, bien entendu, ça casse quelque chose. Même si on s'était mis d'accord, même si on s'était donné l'autorisation l'un l'autre, pour moi ça casse quelque chose. C'est pour ça que je te dis que t'as vraiment le choix entre garder l'homme de ta vie ou assouvir ta curiosité. À toi de voir ce qui est le plus important pour toi. Vous pouvez aussi en discuter, je pense, hein. Il y a un moment, il faut ouvrir la parole, libérer la parole. Mais voilà, la seule personne qui peut avoir la réponse, c'est toi, en te posant la question de qu'est-ce qui est le plus important pour toi.
comme je te disais. Courage. C'est notre première fois à tous les deux. Est-ce qu'il faut une capote pour la fellation? Alors, en principe, oui, il faut mettre une capote pour faire une fellation. Et il faut aussi se protéger pour faire un cunilingus. Et alors, comme tu t'en douteras, pour faire un cunilingus, on met pas un préservatif, on met ce qu'on appelle une digue dentaire. Ça ressemble plus ou moins à un carré de latex. Et si tu n'en trouves pas de digue dentaire, tu prends un préservatif que tu coupes dans la longueur, ça fait un carré, et tu le mets sur la touche de ta partenaire. Maintenant, malheureusement, la réalité est tout autre. Et d'ailleurs, je l'ai vu dans un Reels que j'ai posté sur Instagram qui m'a vraiment fait mal au cœur. Dans ce Reels, justement, j'expliquais que oui, il faut mettre une capote pour une fellation et pour un cuni. Et il y a tellement de gens qui ont fait je mange pas le pitch avec un sachet, ou alors je suce pas une sucette avec le sachet. J'étais là, et les gars, en fait, moi c'est pour vous, hein. Perso, je sais ce que je fais dans ma vie sexuelle, je sais que je me mets à l'abri des MST, des IST et toutes ces autres conneries sexuellement transmissibles. Après, moi je vous donne l'info, vous en faites ce que vous voulez. Donc, ma Gertrude, si vous n'avez pas envie de mettre de capote, en soi je vous comprends, mais avant de pouvoir se passer de capote, même si c'est votre première fois à tous les deux, il faut faire une prise de sang. Vous allez dans n'importe quel centre de dépistage, vous dites bonjour, j'aimerais faire une prise de sang pour être sûr que je n'ai absolument aucune maladie ou infection sexuellement transmissible. Les médecins ou infirmières qui vont te recevoir vont te dire d'accord, est-ce que vous avez déjà eu des rapports, etc. Ils vont te faire une petite prise de sang. En principe, ils vont te dire ok, tout est nickel, tout va bien. Et là, vous pourrez vous envoyer en l'air sans capote. Attention malgré tout, si vous voulez pas d'enfant, à utiliser une contraception. Parce qu'une protection, comme le préservatif par exemple, ça protège des IST et MST. Et pour le coup, c'est aussi une contraception parce que ça empêche de tomber enceinte. Une fois que tu n'as plus besoin de protection, tu peux effectivement oublier la capote, mais attention, vous avez toujours besoin d'une contraception parce que si aucun de vous n'utilise de contraception, dans 9 mois t'es papa ou t'es maman, hein. Donc à toi de voir. Mais voilà, c'est important. Je comprends que la capote ce soit un peu relou, mais ça prend combien de temps de faire une prise de sang? 5 minutes? Ça vaut peut-être le coup. Donc à toi de voir avec ton corps et ta conscience. Waouh, c'est ultra dur comme message. Mon copain va bientôt me quitter, mais il me donne de faux espoirs et me fait attendre. Mais c'est hyper horrible comme façon de faire. Enfin, en fait, si tu vas bientôt me quitter, bah quitte-moi, juste libère-moi, me laisse pas dans cette situation-là. Mais quelle horreur, il est ultra égoïste ton mec. Mais Gertrude, honnêtement, il y a un moment où il faut peut-être que tu regardes les choses en face, que tu ouvres les yeux déjà, et que tu te rendes compte que quelqu'un qui te fait miroiter le fait qu'il va bientôt te quitter, c'est un petit peu désespéré de rester auprès de lui en attendant gentiment et patiemment qu'il te quitte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en attendant, tu profites de chaque seconde que tu peux passer avec lui parce que après tu ne l'auras plus dans ta vie. Mais mon dieu, t'as vu comment il te traite? Ce mec là, en fait, juste il te respecte pas. Parce que dire à quelqu'un bon bah je te préviens, j'ai bientôt te quitter, hein, mais je sais pas trop quand, c'est horrible, c'est absolument horrible. Donc si tu veux un bon conseil, ma Gertrude, respecte-toi, rends-toi compte que ce mec il en a rien à foutre de toi, il en a rien à foutre de ce que tu penses et il en a rien à foutre de ce que tu ressens. Et des gens comme ça, en fait c'est toi qui te casses, c'est toi qui le quitte parce que tu refuses qu'on te manque de respect à ce point. Parce que là, ce genre de traitement, mais mon dieu, on traite même pas un chien comme ça. Encore moins moi avec mon gros boubix dont je suis complètement gaga. Mais ma Gertrude, blague à part, respecte-toi là. Si lui ne te respecte pas, tu te casses. Parce que tu te respectes plus que lui ne te respecte. Merde. Et même si t'es amoureuse de lui, quoi que tu ressentes pour lui, ça ne justifiera jamais que qui que ce soit te manque de respect à ce point. Tiens, question intéressante. Mes amis sont racistes. Est-ce que je dois éviter les sujets qui fâchent ou essayer de faire évoluer leur opinion? Alors, ma Gertrude, le fait que tes amis soient racistes, pour l'instant, tu n'y peux absolument rien. Malgré ça, dans ta question, tu me demandes s'il vaut mieux éviter les sujets qui fâchent ou essayer de faire évoluer leur opinion. Je sais pas si tu es vraiment la meilleure personne pour faire évoluer leur opinion. En revanche, je pense qu'il est absolument de ton devoir de leur dire ce que tu en penses. Par exemple, sans rentrer dans le grand débat ou dans le moment où tu te vénères avec eux, parce que c'est pas l'objectif, tu peux leur dire écoutez, je suis désolée, mais moi quand vous parlez comme ça de telle ou telle personne, je suis désolée, mais moi je ne supporte pas. C'est très difficile à entendre pour moi. Je trouve que vos propos sont racistes et ce n'est pas acceptable pour moi. Donc que vous pensiez comme ça, en soi c'est votre problème, mais j'aimerais au moins que vous ayez la délicatesse de respecter mes convictions à moi et de faire en sorte au moins que vous ne vous exprimiez pas de cette façon devant moi. Le fait de le dire et de le faire valoir sans les juger, eux potentiellement ça va les faire réfléchir. Ils vont se dire oh waouh, mais Gertrude, pourquoi elle pense comme ça? Ne serait-ce que le fait qu'ils se posent la question et que derrière ils respectent ta sensibilité à toi par rapport à ça, ça va déjà les éduquer en fait. Évidemment tu leur feras pas changer d'avis de A à Z parce que passer de raciste à non raciste, bon bah c'est un long voyage hein, malheureusement, mais c'est possible. Il suffit simplement que chaque personne qu'ils croisent leur tienne ce genre de discours de écoute, tu penses ce que tu penses, je suis pas là pour te juger, simplement j'aimerais que tu évites d'avoir des propos racistes en face de moi parce que moi ça me choque et moi je ne tolère pas ça et je ne supporte pas ça. Alors pour le coup, si tes amis ne respectent pas ta demande, change d'amis hein, parce que raciste et intolérant, ça part à la poubelle. Maintenant, je te dis, pour moi, le fait d'avoir ce genre de discours-là, et surtout de pas rentrer dans le jugement ou dans l'affrontement, ça ne va que les aider à se remettre en question, à réfléchir et à respecter justement les personnes qui ne sont pas racistes. Et à partir du moment où tu respectes les personnes qui sont pas racistes, bah bizarrement, t'es tout à coup beaucoup moins raciste. Enfin, j'espère, hein, je sais pas, c'est peut-être un peu utopique de penser comme ça. Mais voilà, comme je te disais, tu les feras pas changer de 0 à 100. Malgré tout, tu peux participer à leur évolution mentale en faisant valoir ce que tu acceptes d'entendre et ce que tu n'acceptes pas d'entendre. Et encore une fois, si respecte pas ça, next.
Voilà, je vais m'arrêter là pour ce On Papote numéro 11. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a intéressé. En tout cas, si t'as kiffé, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, c'est important pour moi. Tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner, normal. Et si tu veux une notification quand je sors une vidéo, tu peux cliquer sur la cloche. Si jamais c'est facile à retenir, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis à 18h. Pour pouvoir participer aux prochaines vidéos, tu l'auras compris, c'est sur Instagram que ça se passe, donc tu n'as qu'à venir me suivre et surtout il faut que tu regardes mes stories parce que c'est dans mes stories que je précise à quel moment je suis en train de préparer une vidéo. Et tu le sais, c'est à ce moment-là du coup qu'il faut que tu m'envoies ton histoire par message privé. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Et alors si t'es pas très branché Instagram ou alors que t'as juste envie de discuter avec moi en direct et en privé, surtout de ton histoire d'amour, de cœur, d'amitié, de confiance en toi, de ce que tu veux, sans que ça passe en vidéo, du coup figure-toi que c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr sur lequel tu peux prendre rendez-vous avec moi. Tu peux choisir de prendre un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio selon ce qui te met le plus à l'aise. Pour ma part j'ai une vraie préférence pour le téléphone et la visio parce qu'on a le temps de se dire beaucoup plus de choses quand on s'entend. Maintenant si t'es plus à l'aise à l'écrit, tu prends comme tu sens. En tout cas si t'as envie de prendre rendez-vous avec moi mais que t'oses pas, que t'as peur ou quoi que ce soit, surtout tu n'hésites pas, c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous. Donc utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de Diamant, tu le sais depuis le temps ils sont là pour me soutenir, c'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois ou plus d'ailleurs si tu veux que tu peux, hésite pas. Et moi pour les remercier de tout ce soutien, je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble, je leur fais régulièrement des lives Facebook exclusifs rien que pour eux et tu l'auras compris, tout le monde est très gentil, très accueillant, très bienveillant, donc pareil. Si t'as envie de venir les rejoindre mais que t'oses pas, que t'as peur ou quoi que ce soit, surtout tu n'hésites pas, tu seras forcément bien accueilli puisque c'est la règle d'or des abonnés de Diamant. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.